Il y a une fameuse échelle de conscience de Paul Shefurka, je ne sais pas si tu connais. C'est un collapsologue canadien qui écrit un blog magnifique en anglais, qui a beaucoup fait pour populariser tout ça, le choc systémique, voilà, le collapse, tout ça. L'association Adrastia a publié un de ses posts, il l'a traduit en français, et ça s'appelle les étapes de la prise de conscience. Et il décrit 5 stades. Stade 1, c'est déni, il ne se passe rien. Il n'y a pas de problème. De toute façon, s'il y a un problème, il suffit de plus de croissance et il n'y a pas de problème. La science et la technologie va nous sauver. Stade 2, je ne sais plus exactement, il faudrait voir, mais stade 2, c'est il y a un problème. Gérard Rolls. Le climat, le pic pétrolier, non, c'est le nucléaire, mais non, c'est la finance, mais non, t'es con, c'est les inégalités, non, c'est ça, non, c'est ci. Il y a un problème majeur qui focus tout. Et puis à un moment, on passe au stade 3, c'est en fait, non, il y a peut-être 2 ou 3 problèmes. En fait, peut-être que climat et pétrole, c'est lié. Ah ouais, mais non, mais du coup, peut-être le nucléaire aussi. Ouais, non, mais en fait, il y a les métaux rares. Et on passe son temps, dans des réunions, à prioriser, à donner des priorités aux luttes, quoi. Non, ce qui est plus important, c'est le changement climatique. Mais non, c'est le nucléaire, etc. Et puis après, on creuse, on se rend compte que tout est lié, en fait, de manière inextricable. Et stade 5, c'est... il y a un effet, en fait, quand tu te rends compte que tout est lié, c'est « oh ». Enfin, ça casse beaucoup de choses dans l'imaginaire, ça fait des ruptures. Et le stade 5, c'est en fait, le problème, il dépasse l'entendement, il rend fou. Ou tu t'en bats la race. Non, là, tu reviens au stade 1. Mais, on en parlera après si tu veux des réactions, mais si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90% des gens. Tu vois, 10%, 10%, de 10%, de 10%. On se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit, mais en fait, ça va tout changer, le futur, la représentation du monde, mon rapport avec les autres humains, avec les non-humains, avec mes enfants, avec ma femme, avec... En fait, c'est un problème. Et là, tu pars dans la représentation, enfin tout. Et du coup, il y a plein de gens qui disent c'est un chemin spirituel, c'est une transition intérieure. Effondrement des croissances, en fait, effondrement, c'est une décroissance brutale. Moi, je vois décroissance comme c'est un projet politique, la décroissance, et c'est plutôt voulu et maîtrisé, anticipé. Et dans l'effondrement, il y a quelque chose de pas voulu, de peut-être anticipé, mais qui nous surprend, d'imprévisible. Et donc c'est pareil avec ce que vous avez dit entre transition et rupture, il y a ça. Il y a le fait que transition, c'est clairement pas quelque chose de l'ordre de la réforme, c'est pas tranquille. C'est quelque chose de la mort d'un système. On passe de système 1 à système B, il y a une transition de phase, les physiciens parlent de transition de phase. Il y a vraiment la mort d'un système et la renaissance d'un autre. Ça passe par un état de réorganisation, par une phase de réorganisation. Et alors si on la voit, si on essaye de la maîtriser, c'est ça la transition, c'est essayer de maîtriser cette phase de réorganisation, de faire le moins de dégâts possible et que ça soit le plus continu possible. Mais il y aura des turbulences, enfin, c'est évident. Donc c'est une sorte de rupture voulue et maîtrisée. Et rupture, c'est non voulu. Voilà. Et c'est pour ça que anticiper, tout l'objet de la transition, c'est l'anticipation. C'est le tenter de maîtriser les ruptures qui, de toute façon, arriveront si on ne fait rien. Et les inégalités sociales, on en parle beaucoup, il y a tout un chapitre dans le livre, c'est un facteur d'effondrement, c'est un facteur d'élitement, de corrosion de la cohésion sociale. Parce qu'il y a une différence entre savoir et croire. C'est ce que dit très bien Jean-Pierre Dupuy, le philosophe. C'est-à-dire qu'on a tous les chiffres, tout est là. Il suffit de lire un rapport du GIEC, de lire plein de trucs chiants sur Internet. Enfin, faut un peu se forcer. On rassemble les données, on fait tourner les méninges, tout est là. Enfin, tout est là. Mais c'est dur de lire ça. C'est dur, ça veut dire il faut de la persévérance, il faut du courage, il faut une stabilité émotionnelle, voilà. Et puis à un moment, on sait, sauf qu'il y a des gens qui savent, mais qui ne croient pas. Pourquoi ? Ça, on en parle dans le bouquin, c'est tous les ressorts de la psyché humaine, c'est-à-dire qu'on devant un fait,
l'être humain, il est incroyable, il préfère renoncer aux faits, mais garder ses croyances, plutôt que changer ses croyances pour les accorder aux faits. Un exemple, c'est les économistes, ils ont été formés pour la croissance. Toute l'économie est faite pour et par la croissance. Ils y croient, c'est vraiment c'est comme une religion, quoi. Et il y a un fait qui arrive, par exemple le pic pétrolier. Et alors là, avec les lunettes de la croissance, ça arrive, on n'arrive pas à le voir. Donc on se dit, bon... Le pic de Uber, c'est 70, non, 72, non? Aux États-Unis, ouais. Ouais, ça a été décrit depuis 70, non? Oui. Aux alentours. Mais c'est vieux, ce truc. Mais on continue à former des économistes, ils sont pas au courant de ça, ils regardent pas. Alors, soit ils sont pas au courant, soit s'ils sont au courant, justement, ils disent c'est pas important, puisque avec les lunettes de la croissance, c'est un fait qui rentre pas. Ça rentre pas dans les équations, ça rentre pas dans le schéma mental, ça rentre pas dans. Et puis ça annonce peut-être la fin définitive de la croissance mondiale. Ça marche pas, ça colle pas. Donc il faut renoncer à ces croyances, à ces histoires, à tout ce qui a fait notre carrière. Si c'est un scientifique qui a déjà, un poste, qui a déjà des publications, renoncer à tout ça, c'est difficile. Donc on est pris dans des schémas. Si vous dites à la société, aux bourses, à la finance, bon, tout ce qui est dans les sous-sols là, on n'a plus le droit de le sortir pour une question climatique. Parce qu'en fait, ils ont chiffré tout ça, les financiers. Ça a de la valeur. Si vous dites on ne le sort plus, hop, on efface sur les ordinateurs la valeur de ces actifs, tout s'effondre. Toute notre finance s'effondre. C'est des milliards et des milliards. Donc si tu décides que ça n'a plus de valeur, ce qui est dans les sous-sols, la finance s'effondre, donc l'économie, parce qu'il y a des chaînes d'approvisionnement, tout ça. Donc on provoque l'effondrement. Alors c'est très bon pour le climat, et il y en a qui le souhaitent. Et ça serait peut-être une mesure à faire. Peut-être, en tout cas, il faut décider politiquement, collectivement, si on peut le faire, si on doit le faire, quand est-ce qu'on le fait, etc. Si on le fait graduellement ou pas. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Mais c'est une question majeure, mais qui déclenche un effondrement, tu vois. Donc, est-ce que c'est un programme politique, ça? Est-ce que c'est... Voilà, ça aussi, c'est une question, et c'est un fameux verrouillage politique. On a une slide... Ah non, je ne l'ai pas ici. Sur les systèmes hiérarchiques pyramidaux. L'être humain, là, on est devenu hyper efficace, et on est structuré, les grandes entreprises, les pays, les militaires, tout ça, en hiérarchique pyramidale. Le hiérarchique pyramidal, c'est hyper vulnérable. C'est certes efficace dans telles conditions, mais en fait, c'est fragile. Quand les conditions, l'environnement changent, ça s'effondre. C'est pas résilient, c'est efficace, mais pas résilient. Pourquoi la nature n'a pas sélectionné ça en 3,8 milliards d'années? Il n'y a pas de système naturel hiérarchique pyramidal. Il n'y a pas dans la forêt un arbre qui dit « toi tu pousses pas ». Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de chef. Chez les fourmis, c'est auto-organisé. Et alors, il y a différents degrés d'hiérarchie. Il y a un peu des hiérarchies, mais nous, chez les chimpanzés, je pense, et encore, c'est des petites échelles. On en vient au seuil de convivialité. Des systèmes hiérarchiques pyramidaux comme ça, rigides, c'est en train de s'effondrer parce que le milieu change. Et d'ailleurs, on voit toute une économie collaborative, horizontale, latéralisée, dit Rifkin. C'est en train d'émerger parce que c'est beaucoup plus résilient et puissant quand l'environnement est changeant. Donc oui, il y a du bottom-up, de la décentralisation, des petites échelles, du fédéralisme. Et là, je pense que la philosophie politique anarchiste, libertaire, a beaucoup à apprendre. En tout cas, c'est une bonne piste de recherche pour créer des systèmes politiques hyper organisés, basés sur l'entraide, mais en diminuant les échelles de pouvoir et de domination. Et là, je pense qu'il y a une belle route, piste de recherche pour le mouvement de la transition. L'objectif du projet, donc vraiment la phase du milieu, là, c'est de porter une expérimentation où l'idée, ça serait de tester la mise en place d'un revenu d'autonomie. C'est l'idée que tu perçois un revenu non pas parce que tu travailles, mais parce que tu existes. On veut montrer que c'est possible de relocaliser la production vitale sur des territoires ruraux, en déclin économique et démographique. On veut aussi montrer que c'est possible de faire tout ça tout en respectant l'environnement, donc en ayant un impact positif sur l'environnement. Ici, c'est vraiment un laboratoire de la transition
un laboratoire pour un nouveau modèle sociétal, économique, social et un énorme ensemble en fait de terrains d'expérimentation. En fait, on veut vraiment s'inscrire dans le système et le projet Terra, c'est un projet en partenariat avec les institutions et d'ailleurs la structure juridique qu'on veut développer, la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, a pour but d'être une structure qui peut à la fois associer des associations, des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales. Et ça, pour nous, c'est vraiment important de vraiment pas faire un projet à part en autarcie, quoi. On est vraiment inscrit sur le territoire. Et comment, avec les compétences qu'on a, on peut aller aider et apporter. C'est-à-dire je pense que ces derniers mois, il y a eu un basculement. La question de la possibilité d'une rupture, d'un effondrement, elle est beaucoup plus présente qu'il y a 4-5 ans. Je faisais des conférences, les gens ils étaient livides. À chaque conférence, il y avait des gens qui pleuraient, qui se levaient en colère, qui étaient démontés. Enfin, c'était fou. Et là, ça passe toujours comme une lettre à la poste. Au contraire, les gens sont plus heureux, je dirais, dans l'enthousiasme. Il n'y a pas un phénomène de gourouisation aussi? Peut-être, ouais, il y a un biais, je sais pas. Mais ouais, non, il y a pas que ça. Enfin, c'est d'autres gens avec qui je parle qui ont ce ressenti. Mais ce qui fait plaisir aux gens, ce qui met dans la joie, c'est le fait de pas se sentir seul. Parce qu'au début, quand on découvre le sujet, on est seul. Et après, quand on commence à travailler, à malaxer ce sujet, à le traiter, à se morfondre, à y penser jour et nuit, dès qu'on va voir des gens qui pensent pareil, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Oui, c'est vrai que le lien du coup entre effondrement et altruisme, entraide, coopération est pas évident. Moi, c'était une partie de ma vie, l'étude de l'entraide. L'effondrement est venu plus tard, quand je me suis intéressé aux problèmes du monde, quoi, et quand j'ai interconnecté toutes les crises. Ce qui m'a aidé dans ces recherches sur l'entraide, c'est qu'il y a un autre principe qu'on a du mal à voir, même chez les biologistes, et qui se retrouve dans tout le monde vivant, c'est que plus un milieu est hostile, plus il y a une pénurie, plus le milieu est difficile, plus les organismes s'entraident. Et ça, c'est contre-intuitif. On a l'impression dans notre société qui est très compétitive, individualiste, que en fait, s'il y a une pénurie, on va tous se foutre sur la gueule. Et c'est en partie vrai, mais c'est vrai parce que nous avons développé une culture de l'individualisme, une philosophie, un bain idéologique très individualiste. Pourquoi ? Parce qu'on est très riche, on vit dans un milieu d'abondance. Aujourd'hui, nos sociétés industrielles sont vraiment très très riches et on peut se permettre le luxe de dire à son voisin j'ai pas besoin de toi, je peux m'en sortir tout seul. Mais dans la nature ou quand même chez les humains, quand le milieu est difficile, quand vous prenez les catastrophes naturelles, quand vous prenez un pays qui s'effondre, les populations commencent à s'entraider. C'est une question de vie ou de mort. Si vous ne vous entraidez pas, vous mourrez en premier. C'est un principe de sélection naturelle. Que ça fait quelques années que les scientifiques découvrent des choses incroyables. Par exemple, on commence à savoir maintenant, assez bien, et l'idée est popularisée, que les racines des arbres se prolongent par des champignons, des mycorhizes, qui permettent à l'arbre d'aller plus profond, plus loin, capturer l'eau, prendre les nutriments, et en échange, l'arbre qui photosynthétise offre des sucres aux champignons. On a une symbiose très très efficace, qui est très répandu. Mais le champignon, il est malin. Parce qu'en fait, dans la forêt, il a fait un grand réseau qui interconnecte toutes les racines des plantes et des arbres. Si bien que les arbres, entre eux, peuvent s'associer, c'est-à-dire se transmettre des nutriments via les mycorhizes. Et les arbres en meilleure santé, qui captent plus de sucre, ils vont pouvoir donner des sucres, transférer des sucres aux individus, les jeunes qui sont en pleine croissance, ou les malades, ou ceux qui ont du mal, ou ceux qui sont plus à l'ombre et qui en ont besoin. Et ce qui est fou, c'est que ça arrive aussi entre espèces différentes. Un bouleau peut transférer des sucres à un sapin, et inversement. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les arbres ont inventé, depuis des millions d'années, les allocations familiales et la sécurité sociale. Des millions d'années avant nous. Je reprends l'expression du biologiste Gauthier Chapelle, avec qui j'ai écrit ce livre sur l'entraide. Et chez l'humain alors ? Mais chez l'humain, il y a une diversité
de manières de s'entraider, de s'associer, c'est très complexe, qui implique des sentiments aussi divers que l'amitié, l'amour, la confiance, le sentiment d'équité, le sentiment de sécurité, la réputation, etc. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Juste, je voulais vous dire sur l'humain, le cœur de l'entraide chez les humains, et c'est très puissant, c'est l'empathie. C'est cette capacité qu'on a très profondément ancrée en nous, de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que ressent l'autre en nous. Ce que ressent l'autre, il est en nous. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très tôt. Enfin, on est câblé pour ça. Il y a des expériences magnifiques sur les bébés, des 9 mois, 7 mois, qui développent des comportements déjà, qui montrent déjà des comportements prosociaux avant même d'avoir acquis le langage ou la raison, etc. Et puis, chez nos cousins, les primates aussi, des comportements très semblables, avec beaucoup d'empathie, etc. Et en fait, l'empathie, ça fait un jeu de miroir à l'infini qui permet de rentrer dans un cercle, dans une relation de réciprocité. C'est ça le cœur de l'entraide chez l'être humain. Et l'être humain, il a cette capacité exceptionnelle à étendre la réciprocité au-delà des petits groupes. Parce que la réciprocité, ça existe chez beaucoup d'espèces. Mais chez l'humain, on peut l'étendre grâce à des contrats, des normes sociales, des institutions, à des groupes extrêmement larges, extrêmement grands, de plusieurs millions d'individus, ce qui fait que nous sommes devenus une espèce ultra sociale. Et c'est unique dans le monde vivant. On peut coopérer entre millions d'individus, même entre personnes qui ne se connaissent pas, entre personnes anonymes, etc. Ouais, moi j'ai travaillé sur l'écologie des fourmis. Effectivement, j'étais passionné par les sociétés animales, donc je me suis intéressé un peu à toutes les sociétés animales. J'ai été voir chez les végétaux peu à peu, mais ça c'était en dehors de ma thèse, chez les végétaux, les champignons, les bactéries. J'ai assemblé une masse de données considérable de publications, mais plusieurs milliers d'articles sur toutes les manières qu'ont les êtres vivants de s'associer, de faire société, de développer des liens mutualistes, de coopération, d'altruisme, d'entraide, d'empathie, etc. C'est incroyable la richesse. Comment coopèrent-elles, les fourmis, par exemple ? Alors les fourmis, ce sont des sociétés très soudées qu'on peut comparer à un organisme. On appelle ça un super-organisme où il y a des castes qui se créent, mais faut pas comparer les sociétés de fourmis aux sociétés humaines, mais plutôt aux organismes, au corps humain. Par exemple, les soldats, c'est votre système immunitaire. Il y a les ouvrières, on peut dire, c'est les globules rouges, etc. Et tous les individus sont stériles, en fait, comme nos propres cellules. Si vous prenez une cellule de votre peau, elle ne se reproduit pas. Vous avez des cellules sexuelles. Et chez les fourmis, c'est pareil, il y a la reine qui se reproduit et toutes les autres sont stériles. Donc c'est plutôt un super organisme. Et ça montre que dans l'évolution du vivant, il y a eu un succès incroyable de tous les organismes qui arrivaient à s'entraider. En fait, un des principes de l'évolution, qu'on a oublié et que Darwin déjà avait dit, c'est ceux qui survivent, c'est pas forcément les plus forts, mais c'est ceux qui s'entraident le plus. Et les fourmis ont eu un succès écologique considérable parce qu'elles font des sociétés très soudées et qu'elles arrivent à un niveau d'altruisme, de coopération exceptionnel. Dans les années 90, des chercheurs dans les Rocheuses, dans les montagnes, aux États-Unis, dirigés par une équipe d'écologues dirigée par Ragan Callaway, mais ils ont fait des découvertes assez étonnantes. En fait, au fond de la vallée, ils ont montré qu'il y avait une coexistence entre pins et sapins. Et lorsqu'on enlevait les pins, les sapins se portaient mieux. Ça veut dire qu'il y avait compétition entre eux, d'accord. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais ils sont allés en haut de la montagne, là où les conditions sont plus difficiles. En fond de vallée, il fait chaud, il y a beaucoup de nutriments, etc. En haut de la montagne, il fait froid, il y a des conditions plus difficiles, plus hostiles, moins de nutriments. Et il y a toujours la coexistence entre pin et sapin. Sauf que quand on enlève un pin, les sapins poussent moins bien. C'est-à-dire que pour les mêmes espèces, même association, quand le milieu devient plus hostile, l'entraide émerge. C'est fou. Il y a une formidable expérience qui a été faite en 2016 par des chercheurs aux Pays-Bas. Ils ont pris 2 souches de levure et chaque souche était transformée, ne pouvait pas produire un certain type d'acide aminé. Donc deux types d'acides aminés différents. Et les chercheurs ont mis ces 2 souches dans un bain
avec les 2 acides aminés, un bain très riche en nutriments en acides aminés. Ce qu'ils ont observé, c'est que les 2 souches ont commencé à entrer en compétition. Et finalement, il y en a une qui a tué l'autre. Et en fait, en mettant les 2 souches et en appauvrissant le milieu en acides aminés, les chercheurs se sont rendus compte que la compétition diminuait, s'arrêtait. Et puis en appauvrissant encore le milieu, les 2 souches se sont mis à s'associer, à coopérer, à s'entraider. Pourquoi ? Parce que l'une s'est mise à produire les acides aminés de l'autre. Et puis en appauvrissant encore le milieu très très pauvre en acides aminés, les 2 souches sont retrouvées dans une association obligatoire, une sorte de symbiose, où l'un ne pouvait plus vivre sans l'autre. C'est fou. Et c'est ce qui se passe chez les manchots, par exemple. Mais il y a aussi des milliers d'exemples. Quand les conditions sont difficiles, là, il peut y avoir des vents à moins 200 degrés en ressenti. Si les manchots étaient en compétition, chacun pour soi, ils seraient tous morts déjà. Chez l'être humain, il y a quelque chose de semblable. Dans le public que j'ai côtoyé, pendant des années, j'ai fait beaucoup de conférences et il y avait beaucoup de jeunes. Et j'ai vu ces différences entre générations, entre ceux qui ont vécu à l'époque en direct la sortie du rapport au Club de Rome en 72, toute cette génération qui ont vécu le survivalisme, la peur de l'hiver nucléaire, la création du parti écologiste, etc. Et qui aujourd'hui montrent beaucoup, je sais pas, c'est peut-être que je serai un vieux con aussi, mais montrent beaucoup de cynisme, ils sont aigris. Et je crois que ça doit être assez dur de répéter 40 ans la même chose et de ne pas voir le virage s'amorcer. Et je trouve dans cette jeunesse l'énergie qui manquait justement à cette génération qui nous a beaucoup appris. Et il y a une transmission de génération là qui est très intéressante. Après, ça pose des petits problèmes de conflits intergénérationnels, mais je veux dire... il y a dans cette jeunesse, souvent, quand j'amène ces questions d'effondrement, de catastrophe, au début des premières années, tout le monde pleurait. Il y avait quelqu'un qui pleurait dans la salle, qui s'effondrait, qui partait en pleurant. Et souvent, c'était des jeunes qui avaient un bébé ou qui venaient d'avoir un enfant ou qui étaient enceintes. Et quand on a l'avenir devant soi, quand on enfante, on est obligé d'ouvrir les horizons. Et la démarche collapsologique, celle qu'on a essayé de populariser, c'est vraiment toujours d'essayer de comprendre ce qui nous arrive pour ne pas tomber dans la solution de facilité de fermer les horizons. Et toujours avoir cette posture, cette dynamique, cet effort de réouvrir les possibles, de réouvrir les... Voilà. Tout n'est pas inéluctable. On est vraiment dans les tempêtes, ça va s'empirer. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut se serrer les coudes. On a écrit un livre sur l'entraide avec Gauthier Chapelle, justement. C'est pour dire qu'en temps de catastrophe, l'être humain, et là aussi il y a plein d'études de neurosciences, c'est magnifique, s'entraide. Il y a des comportements extrêmement altruistes dans les temps extraordinaires, dans les périodes de catastrophe. On a tous les leviers, on a beaucoup de choses pour agir. Et dans cette jeunesse, je sens à la fois l'énergie de, finalement, si ce monde, le monde des vieux, on va dire, s'effondre, on peut recréer on peut recréer. Il y a cette joie, cette excitation que je ressens. Il n'y a pas que de la tristesse, de la colère, du désespoir. Il y a aussi une certaine excitation, et pas malsaine, une excitation à vivre dans un monde qu'on va pouvoir recréer, parce qu'il y a il y a des choses qui vont plus marcher. Et moi, j'ai envie de nourrir ça. Quand je vois... Alors ça, c'est une partie de l'énergie de la jeunesse. Et l'autre partie, c'est celle qui est très bien résumée dans le slogan de Extinction Rebellion, qui dit « L'espoir meurt, l'action commence ».